Bonsoir Salahedine. Bonsoir Mani. Heureux de te recevoir après une longue période à nouveau. Et aujourd'hui, on va aborder une question qui revient très souvent dans les commentaires, dans les coachings, dans les thérapies, qui est la question de l'indisponibilité des évitants. Mais avant de commencer l'émission, j'aimerais que tous les gens qui nous regardent nous soutiennent en cliquant sur le petit bouton abonnez-vous. Donc abonnez-vous à la chaîne, ça nous aide, ça nous permet de continuer notre travail qui aide quand même beaucoup de gens. Et voilà, donc c'était ma petite introduction et je démarre avec cette question de l'indisponibilité de l'évitant. Alors ça l'a aidé. Beaucoup de partenaires d'évitants relatent ce problème d'indisponibilité. Et aujourd'hui, on va faire une entrevue où on va partir de la genèse de ce problème, d'où il vient, comment il se construit. Bon, on va pas refaire la théorie de l'attachement qu'on a déjà explorée ensemble, tu en as déjà très bien parlé, tu l'as très bien expliqué, mais on va parler spécifiquement de l'indisponibilité, justement, d'où ça vient, comment ça s'est construit, et dans la deuxième partie de l'émission, on parlera des conséquences relationnelles de cette indisponibilité. Okay. Donc, cette indisponibilité auquel tu es toi-même souvent confronté, puisque beaucoup de gens viennent te voir en disant, voilà, ils ont ce problème. Toi, tu as aussi pas mal d'évitants qui viennent te voir. Et explique-nous un tout petit peu d'où vient cette indisponibilité de l'évitant dans la relation. Ouais, c'est important la disponibilité. Donc la disponibilité, c'est lié beaucoup à un retrait qu'ils ont naturellement. Donc, comme je l'ai expliqué dans les autres vidéos, une fois qu'ils sont activés, Mali, leur système nerveux veut qu'ils soient en mode survie. Donc, il y a des disjoncteurs qui s'activent et ils ont besoin de pouvoir récupérer leur énergie et de pouvoir réguler leur système nerveux. Pour réguler leur système nerveux, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont se mettre à distance. Et cette mise à distance, ça les rend beaucoup moins disponibles et pour le coup beaucoup plus indisponibles. Ok ? D'accord. Donc, il faut comprendre, donc c'est d'abord et avant tout chez eux vraiment un système. Et j'ai envie de dire même pour les personnes qui vont faire un travail, faire un travail, ça restera toujours cette partie-là. Cette partie où ils ont besoin de se retrouver pour récupérer leur énergie. Ok ? D'accord. Et donc d'où ça vient ? Ça vient forcément des premières années les premiers moments même du rapport aux figures d'attachement, ok, où c'est important de le comprendre. Ça, c'est vraiment important ce point-là de le comprendre, parce que c'est un point qui est essentiel pour que les gens captent. C'est qu'à un moment donné, c'est le cerveau primitif qui a permis à cet enfant de pouvoir dire qu'il est en danger. Okay ? Il n'a pas la conscience qu'on a toi et moi, l'intelligence qu'on a toi et moi, les émotions qu'on peut avoir un peu plus tard. Donc, au début, c'est vraiment le cerveau primitif qui prend en charge la survie de l'enfant. Et donc, durant ces moments-là, qu'est-ce qui se passe ? Il y a une captation de ce mode de survie qui dit, tiens, il y a un danger. Il y a un danger et pour pouvoir ne pas mourir, entre guillemets, je vais pas exprimer les choses. Je vais plutôt me renfermer sur moi-même et éviter d'être dépendant de l'autre. C'est ça. Okay ? Là où tu as des enfants qui vont être très dans l'expression, lui va être peu dans l'expression. Ça veut dire que là, excuse-moi, c'est là où se construit ce rapport à l'indépendance. C'est-à-dire, si je suis dépendant de quelqu'un, il y a un risque. À l'évitant, tout l'évitant, c'est ça. Oui, bien sûr. Donc tu confirmes que ça, oui, tout ça vient de là. C'est ça. C'est-à-dire qu'il a perçu, en tout cas son système primitif, a perçu l'intelligence corporelle, c'est l'intelligence du corps. Oui, oui. Vraiment, a perçu cette dépendance comme quelque chose qui pourrait lui être préjudiciable. Et donc, c'est l'instinct de conservation qui est activé là. OK ? Et donc, qu'est-ce qui va se passer ? Il va se passer qu'il va se mettre à distance, entre guillemets. OK, il va se mettre à distance. C'est cette même mise à distance qui, par la suite, une fois qu'il va rencontrer son amoureux, son amoureuse, va se rejouer. Pourquoi ? Parce que là, on est de nouveau en train de s'attacher à quelqu'un, donc l'attachement, ok ? Et cet attachement va vraiment activer ce cerveau primitif qui va justement prendre les dessus. Sauf que là, à la différence de quand tu étais bébé, c'est que tu es en train de quand même te poser des questions. Tu sens une sensation, tu vis des sensations, oui. Ok ? Tu as des émotions que tu n'arrives pas forcément toujours à nommer, et tu as surtout un discours qui est en train de dire « mais qu'est-ce qui arrive ?» C'est ça. Et c'est ça qui est vraiment déroutant, c'est qu'à un moment donné, tu as quelqu'un qui cherche justement ce besoin, qui est un besoin fondamental, qui est le besoin d'amour, le besoin de pouvoir être en relation, en connexion. Et une fois qu'il le trouve,
Et une fois qu'il commence à s'attacher, il y a cette activation, donc cette mémoire corporelle du cerveau reptilien qui reprend le dessus. Qui le paralyse. Et qui le paralyse. Et quand ça le paralyse pas qu'un peu. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre, et ça c'est très important à comprendre, que le cerveau reptilien, une fois qu'il est activé, il est beaucoup plus fort que le cerveau limbique et beaucoup plus fort que le néocortex, le cerveau de la raison. Okay. C'est un peu ce qui se passe quand tu as une phobie. Donc c'est vraiment, on appelle ça une inhibition corticale, c'est-à-dire que vraiment, paf, le cerveau est éteint. Il y a moins de place pour la raison. Et c'est pour ça que ces personnes réagissent, et puis après, elles réfléchissent. Et quoi, elles font leur pas de côté ou elles se mettent de côté. C'est vraiment d'abord et avant tout leur corps qui est en train de dire il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce que je suis clair dans ce sujet-là ? Mais parfaitement. D'ailleurs, j'allais te citer 2 études, dont une qui confirme d'une manière très flagrante, on va dire globalement, ce que tu es en train de dire. Je cite les 2 études, dont je citerai la deuxième après. Donc la première, c'est 2 études de Mikulincer et Shaver, qui sont encore 2 références qu'on utilise beaucoup sur l'évitement, qui sont des experts mondiaux dans la recherche sur l'évitement. Donc la mesure clé, c'est une étude de 2007-2016. Les individus à l'attachement évitant présentent une désactivation automatique des affects liés à l'attachement. Donc ils ressentent l'activation émotionnelle, puisqu'on peut la mesurer, mais ils n'y ont pas accès consciemment. Et donc, ce qui se passe en fait ici, c'est que c'est comme si au moment où cet attachement se produit, il y a une sorte de processus qui vient contrer cela et qu'on peut mesurer même en imagerie médicale. Donc il y a une étude de 2005 de Gilead et compagnie en neuroimagerie, donc des études qui sont faites avec des IRM. Donc au moment où au moment où il y a un attachement, le système limbique s'active, mais le cortex préfrontal inhibe immédiatement l'accès aux émotions. C'est pas comme si le sujet choisit d'éviter. L'inhibition est clairement automatique, en fait. C'est comme si automatiquement, au moment où il y a un attachement, il y a une sorte d'alarme qui se met en place et que tout est fait pour justement éviter cela. Et on peut même mesurer ça avec un IRM, donc ça se voit carrément. Donc, Salahdine, est-ce que c'est quelque chose qui est fondamentalement inscrit dans son corps? Donc, c'est quelque chose de tellement automatique qu'il ne le contrôle pas au moment où ça arrive, alors. C'est ça, et c'est encore plus que ça, Mali. C'est qu'en fait, tu vois, la confusion, si tu veux, elle est dans l'idée que l'objet de sa phobie, c'est pas la personne, c'est l'attachement que j'ai avec cette personne. Et la confusion est vraiment très perturbante pour les personnes. Parce qu'au début, quand il rencontre son partenaire, sa partenaire, il n'y a pas de problème. Mais je veux dire, tant que l'attachement n'est pas activé, il n'y a pas de souci. C'est quand l'attachement est activé qu'il y a cette réaction primale, d'une certaine manière, qui est activée et qui fait que la personne se retrouve dans une sensation vraiment... Et c'est le corps qui réagit. C'est vraiment le corps qui réagit de manière assez brutale par rapport à ce qu'il vit. Et qui va faire que, justement, ça va couper, effectivement, ce que tu dis. Mais je vais te donner excuse-moi, j'ai oublié de citer la conclusion des 2 études. Donc, les 2 premières études de Mikulincer et Shaver. En fait, les évitants ne sont pas vides émotionnellement. Donc, les émotions, ils les ressentent clairement. Ils ressentent très bien les choses, mais leur système interne coupe l'accès à ces émotions dès qu'elles deviennent trop intenses. Tout à fait. C'est comme si une porte se fermait automatiquement à l'intérieur. Mais dans l'attachement. Hein. Oui, c'est ça. Pas dans les autres. Non, bien sûr. Parce qu'elles peuvent être intenses dans autre chose. Hein. Donc l'émotion est là, mais elle n'est plus accessible par la conscience. Tout à fait. Donc c'est... une sorte de blocage, c'est une sorte de disjoncteur. C'est vraiment un disjoncteur qui s'active. Et c'est important parce que ce qui se passe, c'est pour ça qu'on dit que ce processus c'est purement inconscient. Quand tu étais bébé, c'est pas ta conscience qui a géré les choses, c'est ton corps. C'est ton Donc corps. il y a une sorte de mémoire qui est enregistrée, et cette partie inconsciente, elle gère des millions d'informations à la seconde. Donc c'est-à-dire que dès que elle fait des liens que ton conscient n'est pas capable de faire. Impossible. Comment tu vas faire un lien, toi, avec ton enfance, les premiers mois de ton enfance? C'est pas possible. Mais lui, il fait le lien. Il fait le lien de manière précise. Mais donc, il y a quelque chose qui se rejoue. C'est ça. La personne est justement, tu le dis, paradoxe complet. Tiens, j'ai rencontré quelqu'un. Au début, il n'y a pas de risque d'attachement, donc il y a une chaleur relationnelle. Il y a une chaleur émotionnelle qui est sincère. Bien sûr, oui. C'est-à-dire que chez eux, c'est la différence. Il n'y a pas de manipulation. Voilà, c'est la différence avec le narcissique ou le pervers narcissique, par exemple, tu vois.
qui arrivent avec des intentions qui sont malveillantes. Surtout et les gens le disent, hein, les partenaires des évitants, ils disent, je sens que la connexion, elle est sincère. Les gens ne sont pas dupes. Mais le problème, c'est que juste une fois que cette connexion va justement être intense, c'est là que le mécanisme de défense va s'activer et on va mettre à distance, on va se rendre indisponible et ça va créer toutes les tensions qu'on connaît. Mais c'est très intéressant, tu vois, parce que les études, justement, montrent que le corps s'active et que la conscience est inhibée. Mais Mali, moi, et en fait, c'est comme si la conscience n'est plus active. Mais c'est au moment où, justement, ces peurs s'activent. Et donc... c'est un élément fondamental, Mali. Et d'ailleurs, dans le traitement, on ne peut pas aller dans la sphère de la conscience, gérer ça. C'est ça. En fait, moi, par exemple, dans mes démarches thérapeutiques, je fais beaucoup intervenir l'intelligence du corps. Parce que tu parles beaucoup de ça. D'ailleurs, tu traites avec l'EFT aussi, hein, il faut le rappeler. L'EFT, c'est les émotions. C'est ça. C'est vraiment les émotions. Là, on est dans une couche encore beaucoup plus profonde. C'est vraiment comment laisser au corps sa place pour pouvoir traiter ce qu'il a traité. C'est ça. C'est comme quand tu as une plaie dans la main. Tu as une plaie dans la main. Qu'est-ce que tu fais généralement? Tu mets du médicament et tu laisses le corps se soigner. Il sait comment faire, donc il se cicatrise. Tu vois. Mais imagine-toi que tu as cette plaie, que tu vas commencer à creuser la plaie pour voir comment la plaie est, mais tu vas plus affecter la plaie qu'autre chose. On fait la même chose. Donc, c'est-à-dire que quand tu as une douleur qui s'exprime comme une douleur comme celle-là, une douleur liée à l'attachement, il faut laisser une place au corps qui n'est pas laissée actuellement. Dans nos sociétés, on est beaucoup plus dans la raison, dans le mental, dans le contrôle, là où il y a vraiment un lâcher-prise à avoir, une place plus importante à donner au corps. Mais c'est un niveau de conscience, ça. C'est-à-dire qu'il faut te faire confiance, il faut pouvoir accueillir l'émotion, il ne faut pas pouvoir la maîtriser à tout prix, il faut pouvoir laisser au corps le soin de pouvoir suivre son cours, en fait. Il sait comment faire, il sait vraiment comment faire. Et moi, c'est ce que j'apprends énormément aux gens à faire. Hein. Les personnes qui sont venues, c'est ce que je leur apprends à faire. Oui, je sais que tu as eu de très bons résultats, d'ailleurs, avec ces traitements. Les personnes qui suivent, Mali, les personnes qui suivent le process. Donc, les personnes qui suivent le process, je vais le redire ici, les personnes qui suivent le process, qui sont rigoureux, qui comprennent pourquoi je leur demande, parce que parfois le process est on va dire entre guillemets un peu contraignant, dans le sens qu'il y a des choses à faire quasiment parfois tous les jours, mais c'est pour le bien-être de la personne, c'est pour changer ce mode automatique en mode adaptatif, tu vois. Et donc ce que tu dis là, c'est fondamental, Mali. Et c'est important de le comprendre, parce que souvent les gens ne le comprennent pas. Quand tu gères des personnes avec des traumas qui sont enregistrés dans le corps, c'est important d'aller utiliser l'intelligence autonome du corps. C'est ça, c'est ça. Alors, c'est intéressant parce que tu vois, dans une autre étude qui a été faite par Grace, John, Cassidy et Kobach, qui sont aussi 4 personnes qu'on a déjà citées dans d'autres études, les évitants relatent le fait qu'ils savent qu'il y a un problème, mais ils te relatent très souvent « je peux pas faire autrement, j'y arrive pas, je sais pas faire autrement en fait ». C'est-à-dire qu'au moment où justement ces paralysies arrivent, ces peurs arrivent, ils savent qu'il y a un problème. En fait, ils disent « tiens, c'est étrange ». Mais ils ont un accès très compliqué à la compréhension du pourquoi est-ce qu'ils réagissent comme ça. Donc, c'est très complexe, mais je vais te laisser terminer. Non, mais justement, explique-nous cette phrase qui revient souvent chez les évitants. D'ailleurs, on en a beaucoup dans nos commentaires. Hein. Si tu lis un peu, je suppose que tu lis les commentaires. Voilà. Tu vois quand même beaucoup d'évitants. En tout cas, les quelques évitants qui interviennent, bon, proportionnellement, il n'y en a pas énormément par rapport aux autres. Ils te disent beaucoup, ils te disent souvent, j'arrive pas à faire autrement. C'est un peu comme si, comme tu disais, c'est quelque chose de tellement imprégné, automatique, que c'est même pas comme s'ils ont le choix, ils arrivent juste pas à faire autrement. Explique-nous ça. Allez, il y a plusieurs couches. Là, d'abord, il y a un système primaire qui a été activé très tôt pour pouvoir être en mode survie. Okay. Donc ce système, ils ont grandi avec. Ça permet de garder, si tu veux, la structure stable. Y toucher, c'est voir s'effondrer la structure. Okay. Donc c'est pas juste le fait de dire tiens, je peux pas faire autrement. C'est-à-dire que le corps, lui, peut pas faire autrement. Le corps, si tu vas pas justement donner cette place au corps pour pouvoir traiter ce qu'il a traité, ben le corps prend le dessus. Tu peux être aussi intelligent que tu veux, tu peux avoir un bac plus 25 si tu veux. Si à un moment donné le corps prend le dessus, c'est lui qui prend le dessus. Et lui,
Donc, pourquoi je te dis ça? C'est parce que donc, tu vois que c'est pas juste une sorte de... Je peux pas faire autrement, c'est parce que c'est vraiment quelque chose de profondément inscrit en eux, profondément. Donc, c'est-à-dire, durant les premiers moments de sa vie, il a compris que c'était la structure qui lui permettrait de vivre, de survivre. Donc, tu veux dire que son souci principal, excuse-moi de te couper, c'est le fonctionner journalièrement. C'est le corps. Oui, c'est ça, le corps. L'intelligence autonome du corps. J'ai compris. C'est-à-dire pas lui-même si... oui, bien sûr. Il veut fonctionner journalièrement et il sait que s'il va toucher à une pièce du domino, c'est un effondrement qui... Quand il le sait, c'est-à-dire qu'il a conscience de ça. Ok. Là où il n'a pas conscience, Mali. C'est ça, là, tu vois, dans le narratif que tu dis, il sait, non, il ne sait pas. En fait, il sait qu'il a un problème. Ça, c'est autre chose. Là, on parle d'autre chose. Oui, là, oui, ok. Là, tu me dis qu'il a un problème, oui. Et encore, pas tout le temps. C'est parce qu'il faudrait que la personne prenne vraiment l'initiative de se dire, ok, il y a quelque chose qui ne va pas. J'ai une réaction qui je mets à distance et tout. Mais la plupart du temps, qu'est-ce qu'ils font? Comme ça, on est clair. Ils vont aller justement trouver dans l'environnement, et principalement dans le partenaire, les raisons de cette mise à distance. Ah, mais tu vois, ils vont aller sélectionner. Il est trop demandeur. Tout à fait. Tu vois, ça, c'est ce qui se passe malheureusement. Ils vont ghoster, ils vont quitter. Puis, au revoir. J'ai pas envie, je peux pas, j'arrive pas. Mais ils vont pas nécessairement facilement aller toucher à cette structure interne. En fait, la structure interne, Mali, c'est juste ça le truc. Oui. C'est qu'il faut qu'ils mettent en conscience qu'il y a une structure interne qui les gouverne. Parce que chez eux, ils pensent qu'ils sont normaux, en fait. C'est ça. Tu comprends? C'est ça qui est compliqué. Parce que si à un moment donné, il y a cette... Et je dis toujours, ça, c'est la première phase. C'est-à-dire qu'il y a une mise en conscience d'un dysfonctionnement profond qui est là, dont tu es héritier, dont tu as hérité, malgré toi, de par le fait de conditionnement environnemental et principalement l'environnement affectif dans lequel tu as grandi. Voilà. Tu as une réaction qui est celle que tu as. Mais maintenant, le truc, c'est que quand tu es dans une relation où tu te rends compte que tu vis ce que tu vis, tu dis tu peux pas faire autrement comme tu dis, tu as deux options. Soit tu retournes à toi et tu dis tiens, ben, qu'est-ce qui chez moi ne va pas pour que je puisse être à ce point en déphasage par rapport à ce qui est demandé. Ça, avec le risque qu'il y a un effondrement psychologique de sa personne s'il fait ce travail dessus, inconsciemment, hein, je te dis tout ça inconsciemment, tu comprends? Donc il va pas aller vers là, il va aller plutôt vers autre chose. Il va trouver des raisons externes. On va aller vers autre chose. Ouais. C'est moi, il met moi en péril de sa structure psychologique. C'est ça. C'est l'autre, ça appartient à l'autre. Et il va trouver des éléments. Dans tous les cas, il va trouver des éléments. Son logiciel est très fort pour ça. Hein. Ben, je veux dire, quand tu es en mode survie, tu vas trouver des éléments. Ouais. Tu es de ce qu'on appelle les biais de confirmation. Tu vas aller chercher les choses qui vont t'aider. Trouve des défauts à l'autre. Maintenant, ce qui se passe, c'est que le corps, lui, le corps, c'est un paradoxe, mais le corps sait qu'il est en souffrance. Tu vois? Une partie de lui sait qu'il est en souffrance. Okay. Et c'est tout ça qui est comme un travail à faire. Donc c'est un travail profond. Tu vois? C'est ça, mais c'est très intéressant ce que tu dis, parce que c'est aussi corroboré par des études, hein, tu vois, c'est-à-dire, encore une fois, Cassidy et Kobach, en 1988, mise en évidence d'une discordance entre ce que les évitants disent ressentir et ce que leur corps manifeste. Ça veut dire, en fait, il y a un décalage entre ce que le corps va manifester et ce qui se passe, en fait, si tu veux. Cette dissonance, elle est tout à fait relatée, elle est tout à fait documentée, tu vois. Et justement, dans le journal de les personnalités de psychologie sociale, Gross et John en 2003, Régulation émotionnelle, les évitants utilisent massivement la suppression émotionnelle. C'est un peu comme si... Donc, cette stratégie, réduit l'expression consciente. Donc, c'est comme si leur conscience s'atténue et n'élimine pas l'activation physiologique. Donc, c'est un peu comme ce que tu viens de dire, c'est qu'il y a véritablement à ce moment-là un décalage qui se produit entre leur comportement, donc ce qu'ils vont faire, et ressentir. C'est un peu, il me semble, une histoire un jour que tu avais racontée où un évitant qui était venu te voir était dans une relation qui était vraiment, même selon ses propres termes, qui était vraiment à tous les niveaux idéal. Il disait qu'il n'avait rien à lui reprocher. Il n'avait strictement même rien à lui reprocher. Mais qu'il était sur la route, habité par une peur, et que sur la route, il était en bataille avec lui-même. C'est ça. Il expliquait qu'il était vraiment en bataille avec lui-même. Et au bout de la route, il était en sueur, il était en train de
se faire un combat interne avec lui-même. C'est ça. Et quand il est arrivé au rendez-vous, oui. alors que tout se passait bien, il lui a annoncé qu'il la quittait. Qu'il devait arrêter la relation. Et il est rentré dans sa phase de mise à l'écart, de ghosting, pour pouvoir... Et quand ils font ça, ils régulent, hein, ils reviennent pour réguler leur système nerveux. Parce qu'en fait, quand j'explique que dans les vidéos, comment l'évitant vous exprime son amour, et le fait de déjà rester, le fait de pouvoir faire cet effort, de rester à côté alors que son système est activé, il faut comprendre, hein, je veux dire, c'est vrai que c'est un peu... ça peut être mal compris par certains ou en dire qu'est-ce qu'il y a de fabuleux à rester à côté de sa partenaire ou de son partenaire, de lui tenir la main et tout ce qui s'ensuit, mais chez eux, une fois qu'ils sont activés, ça devient un challenge de tous les jours, en fait, tu vois. D'où le combat, ce combat dont tu parles, entre une partie d'eux qui veulent cette relation, qui en ont besoin, et qui ils savent qu'ils en ont besoin, et une autre qui est en train de leur dire fuis. Oui, mais c'est encore une fois, hein, je veux dire, il y a une autre étude de 2012 de Ledoux, ça confirme exactement ce que tu viens de dire, le circuit de la peur peut court-circuiter le cortex, en fait. Tout à fait, l'amygdale. Donc l'amygdale peut déclencher une réponse avant toute cognition consciente. C'est très intéressant, c'est-à-dire qu'en fait, on n'est plus face à un être humain qui est conscient au moment où il prend ce genre de décision. L'amygdale, il faut bien comprendre qu'elle est activée dans les moments de grand danger. Tu vois un chien débouler vers toi, c'est cette glande-là qui te permet de te sauver. C'est ça. Imagine-toi que c'est la même partie qui est activée face à quelqu'un qui, en principe, n'est pas un danger pour toi. Mais eux le perçoivent comme un danger vital. C'est ça. Donc, c'est-à-dire que l'attachement, la perte d'indépendance, bon, on en a beaucoup déjà parlé, provoque ces sensations au niveau du corps. C'est surtout l'attachement, ouais, c'est ça. C'est ça. Mais d'un autre côté, comme l'être humain, enfin en tout cas comme l'évitant est un être humain tout à fait normalement constitué et qu'il a besoin d'amour, donc il a d'un côté un besoin d'amour, même s'il ne l'exprime jamais, il va jamais dire moi j'ai besoin d'amour, moi j'ai jamais besoin de rien en fait. L'évitant, au début il peut l'exprimer au début. Mais en général il exprime très peu ses besoins. Il exprime très peu. C'est vrai que c'est des personnes beaucoup plus intro, mais il n'y a pas de souci à dire ouais, il sait qu'il a besoin. Sans vraiment facilement le manifester. C'est-à-dire que quand j'ai pu interroger pas mal d'évitants, chaque fois que tu leur disais, mais qu'est-ce que tu fais en relation alors si tu as besoin de personne? Tu vois, c'est toujours un paradoxe. C'est pas tout le monde qui s'exprime comme ça. Non, mais c'est-à-dire que l'expression du besoin est problématique. Non, parce qu'en fait, si tu veux, l'indépendance, elle mène à quoi? Elle mène au fait de dire, si j'ai un besoin, inévitablement, si j'ai un besoin, je dépends du pourvoyeur du besoin. Si je suis dépendant du pourvoyeur du besoin, ça s'oppose à l'idée que j'ai besoin finalement de rien. Et donc, on transforme ce qu'on appelle une relation qui implique une codépendance par « Ah, mais je partage juste quelque chose. » C'est-à-dire que le mot partage est ce qui vient remplacer l'idée de relation, en tout cas dans le vocabulaire. C'est pas pour tout le monde. C'est en tout cas c'est tout le monde qui est comme ça. On a peut-être ici... Il y a des niveaux chez l'évitant. Il y a des niveaux chez l'évitant. Effectivement, quand il est dédaigneux, sévère et tout ce qui s'ensuit, oui, c'est ça. Mais il est beaucoup plus hard, il va être beaucoup plus confrontant, il va être beaucoup plus dans le sarcasme, il va être beaucoup plus dans le fait de montrer l'autre comme quelqu'un de faible qui, tu vois, et lui comme quelqu'un qui s'autosuffit à lui-même. Il ne faut pas croire que c'est du masquage, ça. Oui, non, mais ce sont des mécanismes de défense. Ce sont des mécanismes de défense. Oui. Et j'ai envie de dire, ça dénote surtout d'une grosse insécurité intérieure, tu vois. Parce que, voilà, les personnes qui n'ont besoin de personne, ils ne l'expriment pas, tu sais. Ils sont tellement en sécurité, ils sont tellement, on va dire, en confiance avec eux-mêmes que, voilà, ils font ce qu'ils ont à faire, ils avancent dans leur vie, ils n'ont pas besoin de... Ici, en l'occurrence, c'est vraiment une grosse insécurité qu'ils essaient de compenser. Mais en fait, si tu veux, c'est quitte avant de te faire quitter, c'est attaque avant de te faire attaquer, tu comprends? C'est un peu ce mécanisme-là qu'ils ont développé pour cette catégorie-là. Okay. Est-ce que ça vient de la volonté de vouloir contrôler la dynamique relationnelle, cela? C'est, en fait, d'une certaine manière, oui. Pourquoi? Parce que s'il me jette, c'est pas moi qui... S'il me jette, si je le jette, c'est pas lui qui me jette. Donc, d'une manière, je contrôle la manière dont les choses vont être faites.
Leur plus grande hantise, c'est d'être dans la vulnérabilité de s'ouvrir et puis de se faire rejeter. Mm-hmm. Tu vois, ça, c'est... la pire chose qui puisse arriver pour... Voilà, c'est la blessure primale qui s'ouvre. Tout à fait, c'est la blessure primale. Donc ici, en l'occurrence, pour éviter ça, on va auto-saboter, on va quitter avant de se faire quitter, c'est tous les trucs comme ça, quoi, tu vois. Et qu'est-ce qui se passe à l'intérieur d'eux, justement, lorsqu'ils tombent sur une personne significative qu'ils aiment, avec qui vraiment, on peut pas dire qu'ils sont attachés, parce que leur système fait tout pour ne pas l'être, mais en tout cas qu'ils aiment, et qu'ils ressentent cet attachement se créer, et qu'ils tiennent véritablement à cette personne. Comment se manifestent les comportements de l'évitant à l'intérieur de lui pendant cette phase-là, justement dans une relation significative. Parce que là, tu as relaté l'histoire de celui qui était sur le chemin, qui allait vers une fille d'ailleurs qu'il aimait beaucoup apparemment. Tu disais qu'il transpirait, qu'il avait des manifestations physiques carrément, justement dans cette déchirure qu'il y a entre l'amour qu'il pouvait ressentir pour cette personne et ce système d'alerte qui lui disait fuis, fuis, fuis. Ce que fait le phobique. C'est ça. Tu comprends, c'est un peu la même chose. C'est ça. Donc il y a une réaction épidermique que le phobique a quand il voit quelque chose qui est l'objet de sa phobie. D'accord. C'est un peu la même chose chez lui. Donc c'est-à-dire qu'il y a, voilà, tu vois une petite araignée, tu te dis ouais, le phobique qui a une phobie des araignées, hein, pour lui, il est en danger. Tu comprends? Donc il va être dans des réactions très disproportionnées par rapport à l'objet de sa phobie. Mais dans sa tête, c'est imprimé comme ça. Okay, c'est imprimé qu'il y a... Après, ça vient beaucoup plus tard. Hein, les objets de phobie, c'est encore beaucoup plus profond que la phobie. C'est encore plus profond. Oui, tout à fait, parce que la phobie vient beaucoup plus tard. C'est ça. La phobie, généralement, elle vient beaucoup plus tard. Elle vient beaucoup plus dans l'enfance. Tu vois, dans l'enfance, quand tu as justement le système limbique qui est activé. Là, on rentre dans un autre sujet, mais voilà. Oui. Tu peux faire des associations par rapport à des situations qui ont été difficiles avec les objets de ta phobie, tu vois. C'est ça. Voilà. Mais ici, non. Ici, on parle vraiment, Mali, il faut bien comprendre. C'est profond de profond de profond. C'est-à-dire que c'est tellement... Ça s'est joué quasiment dans... Je t'ai dit dans dans le ventre de la maman, et puis vraiment dans les jours, les semaines qui ont suivi la naissance. Oui. C'est pour ça que je le dis, hein. Donc les jeunes mamans, je parle des jeunes mamans parce que c'est souvent elles qui vont donner le sein aux enfants, oubliez cette idée d'être au téléphone et en même temps avec la petite ou le petit. Oui, pourquoi ? Parce que ça crée que cette indisponibilité émotionnelle, oui. Voilà, on n'est plus en train de regarder le bébé. Le bébé le ressent, Mali. Il le ressent, c'est-à-dire qu'il y a des études qui montrent que le nombre de tétés diminue en fonction de tu le regardes ou tu le regardes pas. Tu vois ? Donc, c'est-à-dire que ça peut créer un terreau pour un style d'attachement par la suite insécure. C'est ça, c'est intéressant ce que tu dis. C'est très intéressant. Tu peux avoir, par exemple, tu vois, des gestes qui sont des gestes très primaires pour une maman ou un papa. Je pense ici à un épisode que j'ai vécu récemment où il y a une jeune maman qui a eu un bébé. Elle a un autre bébé de 1 an et demi. Là, il est déjà grand. Mais même déjà à ce moment-là, le fait de lui faire stop comme ça ou de lui dire attends, je vais d'abord donner à ta sœur et puis à toi peut être rapidement vu chez un enfant comme une source d'exclusion, une source, tu vois. Voilà, il faut être très très attentif par rapport à tout ça. C'est surtout ça que je vais essayer de faire comprendre. Une petite parenthèse, un petit aparté. On n'a jamais fait d'entrevue, c'était prévu qu'on en fasse une, mais on n'a jamais eu le temps véritablement de la préparer parce que on devait lire tellement d'ouvrages. Je veux dire, je sais que toi, tu as déjà beaucoup avancé sur la question, mais je vais te citer une étude ici de Van der Kolk en 2014. Oui. C'est un livre en anglais qui s'appelle The Body Keeps the Score. Ça veut dire le corps garde la mémoire, en fait. Donc, c'est un livre sur les mémoires précoces non verbalisées. Donc, en fait, les traumas précoces sont stockés dans le corps et en dehors du langage. Tout à fait. Parce que tu m'as quand même relaté pas mal de... Bon, c'était déjà documenté, j'étais au courant, mais tu me l'as confirmé, tu as quand même pas mal d'évitants qui ont des problèmes de santé. Et des problèmes de santé qui, en général, vont crescendo avec le temps. C'est-à-dire que ce décalage qui existe entre ce que le corps dit et ce que la raison chez eux manifeste, ce décalage est tellement grand, cette dissociation est tellement forte que ça a des conséquences physiques assez importantes.
Tu voulais nous faire un jour une présentation du livre de Julien Drouin, je pense, que tu avais lu, mais tu confirmes ça même dans tes coachings, c'est-à-dire que tu vois des inflammations chroniques inexpliquées, des gens qui ont des blocages de dos, des blocages cervicales, des problèmes cutanés, des problèmes gastro-intestinaux, des chroniques qui sont tout à fait inexpliquées dans le cas de ces dissociations multiples et répétées dans le temps chez les évitants. Julien Drouin, ce qu'il fait, Mali, comme lien, et c'est hyper important, mais c'est pas le seul qui le fait, hein, d'autres l'ont fait aussi, c'est le lien qu'il y a entre l'expression des émotions, ou leur peu, le fait de peu les exprimer, et l'apparition de certaines maladies. Okay. Chez l'évitant, tu l'as dit toi-même, il y a une sorte d'inhibition qui est faite par rapport à l'expression de ces émotions. D'ailleurs, c'est ça son gros problème chez lui. Son gros problème, c'est qu'il ne sait pas comment gérer ses émotions, et davantage, il ne sait pas comment gérer les émotions des autres. Et déjà chez lui. Donc déjà, nommer une émotion en tant que telle, c'est un problème. C'est un problème. D'ailleurs, c'est un travail sur lequel on bosse beaucoup. C'est-à-dire que j'aime bien travailler avec eux, le fait de dire, OK, tu as une situation dans laquelle tu as une gêne, tu as une émotion qui remonte, prends le temps de nommer ton émotion. On leur donne une échelle d'émotion, c'est telle émotion. Pourquoi ? Pour leur apprendre à mettre des mots, c'est très important sur leurs émotions. Ce qui se passe avec le corps, c'est qu'à un moment donné, quand tu ne fais pas ce travail, ça se fiche dans le corps. Ce qu'on appelle les fascias, ça se fiche dans le corps, et ça crée justement des mots, M-A-U-X, qui s'ils ne sont pas verbalisés, s'ils ne sont pas conscientisés, s'ils ne sont pas libérés, ce qu'on fait avec l'EFT, peuvent créer des maladies. En fait, si tu veux, l'EFT, c'est une technique de libération émotionnelle. Quand tu as un trauma, tu as une trace émotionnelle qui va avec. Sauf que cette émotion, si elle n'est pas libérée, elle reste, elle bloque, si tu veux, le flux énergétique qu'on appelle les méridiens, et ça crée des maladies. Tu vois ? Ici en Occident, chez nous, on n'est pas très porté sur tout ça, ce qu'on appelle la médecine holistique, mais dans d'autres pays, ils sont très très portés sur ça. Vraiment, énormément. Et donc tu vas voir parfois des personnes, des médecins même de renom, qui de plus en plus travaillent sur le corps émotionnel. Tu vois ? Mais ce corps émotionnel, le fait d'y avoir accès, tout le monde n'a pas accès de la même manière. C'est sur ça que de plus en plus maintenant, chez les enfants, à l'école, on leur apprend de plus en plus à nommer les émotions, à dire les choses. C'est ça. Parce qu'on a compris à quel point c'était hyper important. Chez l'évitant, comme il y a une sorte de confusion très très importante chez lui à l'intérieur qui se passe, il ne sait pas comment ce qu'il vit. La chose, oui, il ne sait pas nommer les choses. Il a du mal avec ce qu'il vit à l'intérieur. Et d'ailleurs, c'est ça qu'il fuit. C'est ce qu'il vit à l'intérieur, c'est même pas le partenaire. C'est ce qui vit à l'intérieur, le chamboulement qui vient à l'intérieur émotionnellement. Tu vois, il est bousculé, il est vraiment bousculé, tu vois. Mais sauf qu'il ne sait pas mettre de mots, il ne sait pas mettre des émotions, il ne sait pas... Oui, mais c'est même, les études sont assez flagrantes. Spitzer et compagnie 2005, les évitants montrent une faible conscience émotionnelle interne, malgré un fonctionnement cognitif intact. Tout à fait. Donc, journal des recherches psychosomatiques. Surtout pour ce qui les concerne, eux. Ils ont du mal à nommer ce qu'ils ressentent. Tout à fait, ce qu'ils ressentent. D'ailleurs, je pense que toi, tu utilises beaucoup cela... il me semble que tu m'en avais parlé, tu utilises beaucoup ça en thérapie, tu essayes de leur faire mettre des mots sur leur ressenti, pour leur permettre de recréer. Oui, c'est ça. Donc, en thérapie, tu l'utilises beaucoup aussi. C'est un exercice que tu... C'est important, et c'est pour ça que... On va pas donner tous tes trucs. Hein. Non, pas de souci. Tu sais, c'est quelque chose de courant, hein, de plus en plus, mais si tu veux, moi, je travaille beaucoup sur le fait de passer du mode automatique au mode adaptatif. C'est ça. Tu vois ? Oui. Moi, mon coaching, je l'ai fait en neurosensorialité. Oui. Tu vois, chez Olivier Basselot, c'est là que je me suis formé en tant que coach professionnel. Oui. Et j'ai beaucoup apprécié parce qu'en fait, on parle sur les neurosciences. On parle sur des techniques qui vraiment permettent de passer de ce qu'on appelle le mode automatique au mode adaptatif. Oui, c'est ça. Et si tu veux, le travail, c'est ça. Le travail, c'est comment je peux faire ce pas de côté, de passer de ça à ça, et comment je peux donner une réponse différente à ce que j'ai l'habitude de donner. C'est ça. Sauf que, pour ce qui est chez les évitants, la réponse est tellement archaïque, elle est tellement primitive, qu'il y a vraiment, au-delà de la prise de conscience, il y a vraiment une réappropriation à faire. Elle se fait petit à petit, progressivement, mais elle se fait, donc c'est vraiment une hygiène. Et les personnes qui travaillent, après, dire que tu vas être sécure à 100%, franchement, je ne le garantirai à personne, mais tu vas être de plus en plus sécure, oui, ça c'est clair. Tu vas surtout être de plus en plus conscient de tes propres mécanismes de fonctionnement. Pourquoi ? Parce qu'il y a moyen de, justement, aller à la racine, à ce qui fait justement, si tu veux, cette réaction épidermique qu'ils peuvent avoir, cette réaction violente qu'ils peuvent avoir avec, justement, une fois que leur système d'attachement, pour justement dire à ce cerveau... Le cerveau primitif, en fait, Mali, pour te dire, il est très binaire. C'est 0 ou 1, tu vois ? C'est ça.
Donc lui, il a vécu, quand il était bébé, les choses comme étant en danger. Donc il a mis 1, 1, 1, 1. Okay? Mais s'il revit la situation, et que tu sais lui donner de l'espace, et qu'il voit qu'il ne se passe rien, eh ben ça se règle en fait. Ça se règle. Et des méthodes comme la méthode Tipeee, c'est une méthode très intéressante pour justement laisser le corps faire ce qu'il a à faire. Ok, mais c'est une bonne introduction pour la deuxième partie de l'émission. Mais avant d'aller vers la deuxième partie, je veux quand même te citer les conclusions de 2 études encore. Donc, beaucoup d'évitants ressentent une gêne sans savoir dire ce que c'est. Ils savent que quelque chose ne va pas, mais ils ne trouvent pas les mots. Cela les met en difficulté face aux attentes émotionnelles de l'autre. Et quand ils ne savent pas dire quoi, ils se retirent. Ça, c'est l'étude, l'étude numéro 6 que je viens de citer de Spitzer et compagnie. Donc, ils ne sabotent pas la relation par méchanceté. En fait, quand un évitant prend de la distance, ce n'est pas pour punir ou manipuler l'autre, en fait. C'est une tentative parfois désespérée de retrouver un état intérieur supportable. Tout à fait. Très important. La relation devient trop intense pour son système nerveux. Tout à fait. La fuite est une façon de survivre, pas un manque d'amour. Tout à fait. C'est important. Alors bon. Sauf que l'autre ne le vit pas comme ça. Après, oui, justement, c'est pour ça qu'on va ouvrir la porte à la deuxième partie de l'émission. J'avais pas mal d'études, mais bon, je ne vais quand même pas toutes les citer. Donc, quelque part, le message clé à retenir, selon moi, et tu me corriges si j'ai tort, ou tu me confirmes. Chez l'évitant, ce n'est pas l'absence d'émotion qui pose problème, mais l'impossibilité d'y accéder quand elles deviennent trop fortes. Le corps se protège avant que la tête ne comprenne quoi que ce soit. Clairement. C'est très bien résumé. C'est ça. Franchement, rien à dire. C'est magnifiquement bien résumé. Je me suis dit, je vais faire un résumé parce qu'en fait, toutes les études magnifiquement bien résumé. Elles m'ont donné une idée. En fait, je me suis dit, en fait, ce sont des processus qui sont inconscients. C'est vraiment tout à fait. Et ces processus inconscients entraînent évidemment toute une série de conséquences relationnelles. Et je pense que c'est la partie qui, moi, m'intéresse le plus, les conséquences relationnelles, parce que malgré que tous ces processus sont inconscients, et là, on va peut-être un tout petit peu jouer l'avocat du diable sans vouloir évidemment attaquer ni quoi que ce soit. Mais un partenaire d'évitant, quel qu'il soit sécure ou anxieux, ne vit pas avec les intentions de l'évitant. Toi, tu vis avec les concrétisations concrètes ou la traduction concrète de ces problèmes dans le réel.